Bonjour, madame, monsieur, bienvenue à Canal Presse. Merci de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Nous allons nous excuser d'abord pour ce retard à l'allumage. On espère pouvoir le rattraper. Merci de vous installer confortablement. On va exceptionnellement aujourd'hui démarrer avec la revue de presse. Une revue de presse qui porte la signature, comme tous les dimanches d'ailleurs, de Brankanga. Et on se retrouve derrière pour les thématiques du jour. Bonjour. Le Conseil constitutionnel a donné son verdict à l'issue du contentieux préélectoral des législatives de 2020. Cameroun Tribune fait le bilan des 55 dossiers dans le rôle pour constater que la liste du RDPC a été rejetée dans l'Omboyo, celle du SDF dans l'Ongok et Bunda, 5 listes de l'Union des populations du Cameroun de Balegan-Côte ont été réhabilitées. Le SDF a eu des victoires et des défaites au Conseil constitutionnel, mais davantage à l'Assemblée nationale. Il estime que rien de grand n'a été fait. Dans ce que le Popoli appelle le casse-tête du statut spécial, la caricature ressort un président dénonçant la malbouche du député SDF Mbandam qui, à force de trop critiquer, a fini par percer le tonneau contenant la décentralisation. Le quotidien L'Épervier pense exactement le contraire en disant que Paul Biya a promis, il a réagi et a tout donné aux populations du nord-ouest et du sud-ouest avec le statut spécial. Tenez par exemple une assemblée régionale, un conseil exécutif régional ou l'Independent Conciliator, des grandes structures pour répondre aux spécificités des régions anglophones. Paul Biya a tout donné au Nozo et Chantal Biya a tout donné au Cercle des Amis du Cameroun. En clôturant les activités de l'année 2019 cette semaine, la First Lady a communié avec les siens, rapporte la veuve. Elle a aussi donné l'onction à Madame Diongoté, nouvelle coordonnatrice générale du CERAC. Le CERAC a fait son bilan élogieux alors que 2019 a été l'année de tous les reculs sur le plan national, regrette la voix du centre. Indice d'une première année du septennat de grandes opportunités pleines de mauvaises performances, la crise anglophone, une économie en berne, une diplomatie en perte de vitesse et le recul des libertés. Le messager parle justement des droits de l'homme au Cameroun pour constater qu'il y a guerre de nerfs entre Yaoundé et Washington. Le gouvernement, tellement épinglé à divers niveaux, a fini par faire sa part de bilan via le ministère de la Justice, un rapport jugé bicisé par une partie de la société civile. Des indices du mal-être du Cameroun, il y en a à profusion. Le jour marque un arrêt sur les enseignants du supérieur qui font la grève de la faim. N'ayant pas été recrutés dans la première liste et dénonçant les manœuvres pas catholiques, ils maintiennent leur sitting au pied du ministère de l'enseignement supérieur. Un dysfonctionnement auquel n'échappe pas le secteur de greffe, Kalara a ressorti dans le récent arrêté portant avancement des échelons dans le corps des greffiers, des noms des morts, mais aussi des démissionnaires qui ont été promus en grade. Certains Camerounais n'ont plus peur de Dieu et commettent des actes odieux. Mutation relate le film du braquage de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, où des malfrats ont dévalisé la caissière du temple divin, un délitement moral. Le délitement moral va grandissant dans notre société. Même la mascotte du championnat d'Afrique des Nations de football de 2020 ne fait pas beau aux yeux de plusieurs Camerounais. Tara, puisqu'il s'agit de lui, a essuyé de dures critiques lors de sa présentation à Yaoundé. Tribune d'Afrique fait savoir que le comité d'organisation essaye de se défendre et veut convaincre l'opinion de ce que la vraie mascotte est attendue. Tara a-t-il effrayé la terre au point de la faire trembler à Ebolva? Et Singang dit qu'il y a effectivement eu tremblement de terre dans la capitale du Sud jeudi dernier avec confirmation des autorités. Des secousses sismiques ont également été ressenties dans la ville de Yaoundé, ce qui a créé un climat de frayeur chez certains citoyens. Bon dimanche et à dimanche. Voilà, merci. Bon dimanche et à dimanche prochain, Brankanga, si plaît à Dieu.
On accueille les différents panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. On commence par Sam Baka. Sam Baka, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Gomna, bonjour à tous les co-panélistes et surtout à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent ce dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille avec le contentieux qui a démarré du côté de la Cour constitutionnelle, qui a d'ailleurs rendu son verdict. L'UDC a également eu gain de cause par rapport à ce contentieux, ou de manière générale? Disons que nous avons été attaqués dans le sud par le parti au pouvoir. Donc voilà, c'est d'ailleurs ce qui est surprenant dans ces élections, parce qu'on nous a demandé de remplacer la personne qui était querellée. Donc on a un délai pour remplacer la personne qui est querellée. Ce qui, vous parlez là du Conseil constitutionnel. Je crois que dans le Conseil constitutionnel, ils avaient que les problèmes des députés. Mais au niveau des législatives, des municipales, nous avons eu à régler un certain nombre de problèmes. Et je pense que l'essentiel étant que nous puissions trouver quelque chose de supportable. Parce qu'ailleurs, et pour certains autres partis, j'ai eu l'impression que ce qu'on accordait aux uns, on n'accordait pas aux autres. Au point où, pour les mêmes causes, on a vu des partis politiques éliminés de la course, ce qui, en réalité, n'est pas une très bonne chose, parce que c'est deux poids, deux mesures. Je veux sous-entendre une liste qui était en compétition avec nous à Douala Premier, celle du SDF. Nous apprenons qu'elle a été tout simplement éliminée. Je crois que c'était pratiquement pour les mêmes causes, on devait changer la personne qui était querellée, mais la liste a été exclue. Donc c'est ça les curiosités qu'il y a. Bon, les détails je ne les connais pas, mais en principe c'était les mêmes problèmes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité, il est membre du directoire du MRC. Il s'appelle Mathias Kameni. Bonjour, bienvenue Mathias. Bonjour M. Bouba. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent. Alors, vous n'allez pas aux élections le 9 février. Le contentieux électoral au niveau de la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. Il y a le cas de Hervé Emmanuel Com à Douala qui certainement a attiré l'attention des militants du MRC. Tout à fait. Ceci vient, n'est-ce pas, nous conforter dans notre position de boycott, parce que nous avons estimé que c'était une mascarade électorale. Heureusement que la Cour constitutionnelle nous donne raison en dénichant un étranger tapé dans notre système électoral. Et ce qu'il faut aussi dire et le rappeler, c'est que cet étranger dénonce également un autre, qui est M. Biya, qui dit que même M. Biya est un Suisse. Donc ce qui nous relance directement sur le hold-up électoral, pour faire comprendre aux Camerounais que voilà des étrangers qui ont pris en otage notre République. Et que dès lors, M. Kamto, le président élu, doit prendre le pouvoir, c'est ce que ça veut dire. Et je profite de ce plateau pour dire à M. Biya qui me regarde de quitter le pouvoir, puisqu'il est illégitime. C'est son camarade qui le dit. Et c'est la Cour constitutionnelle qui est composée des membres du FDPC qui le disent. Donc j'appelle M. Biya de quitter le pouvoir et laisser le pouvoir au président élu Maurice Kamto. Est-ce que ça faisait partie de vos requêtes introduites au Conseil constitutionnel, la question de la double nationalité susceptible de pouvoir invalider ce scrutin? Monsieur Bouba Ngomna, c'est des préalables. Quand nous disons qu'il y a eu des irrégularités, ça fait également partie de cela. Nous avons dénoncé plusieurs choses. Les faux agents, Transparence internationale. On a dénoncé, n'est-ce pas, les faux procès-verbaux. Ça fait partie de ces préalables. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons qu'on nous donne raison. Que c'est cette même Cour constitutionnelle qui nous donne raison. Et nous appelons donc le peuple à témoin pour dire, bon, voilà ensuite le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les amis de M. Biya qui ont pris conscience et dénoncent des étrangers qui nous gèrent. Et nous comprenons pourquoi notre pays est dans cet état. Parce que ces étrangers ne se soucient pas de nous. Et du coup, nous appelons donc l'homme qui a été élu, Maurice Kamto, à prendre le pouvoir, à prendre immédiatement le pouvoir.
puisque M. Biya est illégitime. C'est ses amis qui le disent. Merci pour votre première prise de parole. Je suppose que le prochain intervenant ne partage pas du tout votre avis. Lui, c'est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau, le RDPC. Édouard Fauchivé. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent ce jour. Alors, le verdict rendu par le Conseil constitutionnel cette semaine, en croire le représentant du MRC, ce verdict devrait se poursuivre jusqu'au niveau du chef de l'État. C'est votre avis également? Vous savez, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un parti politique et qu'est-ce que les militants d'un parti politique veulent. Moi, je suis un peu déçu. Je pense que nous n'allons pas répondre à ceux qui ne participent pas à la vie de la nation. Le MRC, pour moi, est complètement un parti hors jeu, malgré le pénalty mal tiré. Donc, il y a nécessité aujourd'hui de se taire et de laisser les Camerounais qui veulent bâtir le triangle national se battre. Quand je dis ça, je dis bien que le Conseil constitutionnel a siégé pour valider et invalider certains dossiers des Camerounais qui veulent construire leur nation. Donc ceux qui ne peuvent pas participer à la construction de la nation doivent savoir se taire et laisser au moins ceux qui pensent qu'aujourd'hui peuvent apporter une contribution. J'ai toujours dit, un parti politique est une école de formation. On ne devient pas militant parce qu'on va apprendre à marcher et à casser. On devient militant parce qu'il y a quelque chose, il y a une fibre nationaliste en chacun de nous pour protéger le triangle national et bâtir notre nation. Lorsque je dis ça, je dis le Conseil constitutionnel a siégé, a validé, surtout pour mon camarade Hervé, après le travail abattu dont nous connaissons. Nous n'allons pas discuter, mais nous disons simplement que c'est une porte qui est ouverte. Et quand on dit porte ouverte, ça veut dire que lors du grand dialogue national que les Camerounais ont apprécié, n'est-ce pas, en majorité, les partis politiques, les enseignants de tout grade, la société civile, et bien entendu que ceux qui bavardent aujourd'hui autour de la table n'ayant même pas participé au grand dialogue. Lors de ce dialogue, surtout à la commission, et je pense que le président Sambaka a participé à cette commission, la problématique de la double nationalité avait été posée sur la table. Il est donc grand temps qu'on réveille, n'est-ce pas, ce problème et qu'on l'accorde. Pas rater le pénalty, mais qu'on tire ce pénalty pour le gagner maintenant, pour le marquer. Le principe de la double nationalité. Parce que tant qu'au niveau de notre équipe nationale, ce qui est curieux, c'est que tous nos joueurs de l'équipe nationale, presque 80 à 90%, ceux-là ont presque ce problème de double nationalité, mais ils jouent. Alors si ce n'est que ça, il faudrait donc, comme j'ai dit, pas pour marcher, mais pour dire que c'est une porte qui est ouverte pour que ce problème soit débattu, pour apporter une solution définitive. Parce que la double nationalité, pour tout dire, avantage les Camerounais. La preuve, l'équipe nationale de football en profite tous les jours. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que Hervé Badecom n'est pas victime de ses propres camarades qui auraient donné les éléments au SDF pour pouvoir... Non, je n'entre pas dans le... Je vous ai dit, je n'entre pas dans ce genre de débat. Une chose est sûre, c'est que le Conseil... Je ne suis pas comme... Vous savez, je suis un militant aujourd'hui... au-delà du RDPC, je suis un Camerounais qui pense que chaque fois que ceux qui sont supérieurs ont décidé, il faut savoir, il faut avoir raison garder, il faut savoir prendre. Lorsque le Conseil constitutionnel, et c'est écrit par ceci a été dit par un éminent professeur de droit à la personne du professeur Kamto, il me souvient, donc, qui avait déclaré que lorsque la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel a déjà siégé, il n'y a que Dieu. Quand il a dit ça, ce brillant professeur que j'admire d'université, et que le Conseil constitutionnel a siégé, qui suis-je?
que sommes-nous pour pouvoir aller contre? Donc je pense plutôt, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une porte ouverte aujourd'hui pour que l'une des recommandations du grand dialogue national, qui était la double nationalité, soit posée sur la table aujourd'hui pour que nos frères qui ont cette double nationalité puissent participer à la construction du triangle national, pas à la destruction, pas à la marche, mais à la construction. Merci pour votre première prise de parole. Le troisième invité, quatrième invité sur ce plateau est un économiste, fiscaliste même également, professeur d'université, professeur à l'ACA. Bonjour, bienvenue. Bonjour Boubangomna, bonjour à mes copanélistes. Je voudrais d'abord avoir une pensée triste et pieuse à l'endroit des chefs de l'arrondissement de Bukito qui ont perdu hier un des leurs, notamment le chef de Bakwa, qui est décédé, et je partage également les tristesses. Maintenant, je voudrais dire bonjour à vos millions de téléspectateurs, et une fois de plus, merci de m'avoir associé. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Canal Presse. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. C'est un honneur partagé. On vous accueille avec l'université qui est en ébullition, avec des docteurs qui sont aux agonies. Cette semaine, depuis la semaine dernière, une grève qui a débuté du côté du ministère de l'Enseignement supérieur qui, cette semaine, aurait eu un début de solution. Que doit-on comprendre de cette situation malheureuse que traversent nos universités? Que doit-on comprendre? Je crois qu'il faut comprendre une maladministration, une mise en cause des instructions du président de la République par sa nomenclature très proche de lui. Parce qu'il faut aller à la genèse. Qu'est-ce qui se passe? C'est un groupe d'enseignants qui sent l'âge du non-recrutement approcher, qui s'adresse au président de la République pour dire, nous voulons être recrutés. Pour certains, ça fait 10 ans, on est docteur, on enseigne, on a l'expérience. Qu'est-ce qui empêche notre recrutement? Arrive dans le recrutement, on l'appelle spécial. Ce recrutement spécial, en réalité, est spécial parce que justement, on ne devrait pas mettre sur la table un certain nombre de conditions qui pourraient mettre de côté certains candidats. Malheureusement, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des docteurs qui n'ont pas pu être recrutés pour telle ou telle raison, et notamment les questions d'âge. Or, pour un recrutement spécial, on aurait pu, faire fi de cette question d'âge, parce que c'est spécial, ou alors recruter en priorité ceux qui sont à la limite de l'âge, c'est-à-dire qui ont déjà atteint même 45 ans, et puis demander au président de la République de les accepter, puisque c'est lui qui a ordonné le recrutement spécial. C'est la première chose. La deuxième, c'est que, au lieu de créer une commission présidée par les mêmes bonhommes au Premier ministère pour des questions qui regardent l'enseignement supérieur, on aurait pu, sur les 2000 places qui avaient été mises en jeu par le chef de l'État, dire qu'on a 8 universités, et bien chaque université a 250 candidats à recruter, et puis chaque université en son sein met les conditions de recrutement, notamment les conditions de scientificité. On a besoin d'un docteur en droit des hydrocarbures, on a besoin, nous, aujourd'hui, d'un docteur en droit du transit, du transport, parce que les problèmes se posent aujourd'hui au port autonome où des Camerounais pensent qu'on n'a pas des compétences alors qu'il y en a, et ainsi de suite. Chaque université aurait pu le faire à son sein. Et puis maintenant, rendre la copie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours recentralisé tout, et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Alors, ensuite, on se rend immédiatement compte, au-delà de ce qui s'est passé. J'ai une pensée également triste pour mes jeunes collègues qui ne peuvent pas servir alors qu'ils ont atteint le niveau de servir le pays. On aurait pu, et ça, il faut le noter, mettre en place dans ce pays des doctorats professionnels. Le professeur Magloire Rondoa a tenté cette expérience à Yaoundé. On lui a dit qu'il n'avait ni titre ni qualité. Il arrive à Douala, il traverse toutes les procédures juridiques, conseil d'université, conseil d'administration, information du ministre, et le même bonhomme, qui a encore présidé cette commission, trouve le moyen d'annuler, de suspendre le doctorat professionnel, alors que plus de 200
camerounais avaient déjà déposé des dossiers. Vous comprenez donc que entre les doctorats classiques qui n'ont pour ambition que d'enseigner et les doctorats professionnels spécialisés où un docteur est une entreprise, il est tout à fait normal que, conformément à la politique du président de la République aujourd'hui, le Cameroun se mette, comme tous les autres pays, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et même la France, dans la logique de professionnaliser les enseignements et de spécialiser les docteurs. De telle sorte que celui qui sort, même s'il n'est pas recruté avec un numéro matricule, qu'il puisse servir le pays à son niveau et payer des impôts. Pour moi, je suis docteur en fiscalité. Et quand j'ai eu des problèmes avec M. Abba aux impôts, parce que je suis également inspecteur principal des impôts hors échelle, et formé, j'ai créé mon cabinet. J'ai dit, ok, t'as qu'à faire, j'ai créé mon cabinet. Et quand j'arrive à l'université, je vais vous dire, ceux qui parlent du tribalisme aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui au Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs m'a coaché lorsque je suis allé à Clermont-Ferrand, auprès de l'un de ses amis, le professeur Pancratio, qui m'a accueilli. C'est ce monsieur, quand j'ai des problèmes aux impôts, qui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, tu vas être utile à l'université pour professionnaliser l'enseignement de la fiscalité à l'université. J'arrive à l'université, je mets en place le 2SS d'administration fiscale qui aujourd'hui, vous ferez bien vos oreilles, a déjà fait 20 docteurs spécialisés en fiscalité au Cameroun. C'est tout ce qu'on attend. Or, aujourd'hui, on veut former des docteurs pour le doctorat avec pour seule ambition d'être utilisés par l'État, mais l'État ne peut pas utiliser tout le monde. Un docteur, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau de la sagesse, de la compétence exclusive dans un domaine précis. C'est ça que nous devons privilégier. La personne dont je vous parle, c'est le Kenneth Donfak. C'est lui qui vient me chercher aux impôts. Vous avez des problèmes venant à l'université. Mettez-moi votre programme ici. Aujourd'hui, le Cameroun en est fier. Sur les 200 conseils fiscaux qu'il y a au Cameroun, j'en ai formé 150. Vous pouvez vérifier. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est ça la constitution. C'est ça la constitution de l'État. Or, aujourd'hui, le même bonhomme qui a présidé justement cette commission, qui nous crée des problèmes aujourd'hui, c'est lui qui annule l'enseignement, la professionnalité de l'enseignement, prôné par son créateur. Parce que lui, c'est une créature. Quand il est vice-doyen, je ne sais pas où, en Gaoundé ou à Yaoundé 2, on le sort de là pour faire ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a rien de plus que les autres. Alors, au-delà de ça, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un pays qui veut se développer aujourd'hui a besoin d'être présent dans tous les secteurs d'activité sur le plan technique? Sur le plan technique. Et à un haut niveau. Et la CEMAC l'a prévu avec le système LMD. Donc licence, master, doctorat. Comment on aura des licences professionnelles? Des masters professionnels et ne pas avoir des doctorats professionnels? On dit tout le monde doit avoir un doctorat classique. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Et je vais aller plus loin. Pour vous dire, renseignez-vous à l'université, faites une enquête. Vous allez vous rendre compte que l'université de Yaoundé 2 ne recrute même pas les docteurs classiques depuis 7 ans. Et tous ces gars qui ont un master de recherche à Yaoundé viennent s'inscrire à Douala. Est-ce que on les est 500, à plus de 1000 aujourd'hui à doctorat. les 500 docteurs qui seront recrutés en janvier, le mois de janvier prochain, pourront trouver leur solution parmi ceux qui sont actuellement en grève? Alors, ce que j'ai appris, c'est que ces gens peuvent être recrutés directement par les universités. Ah bon? S'ils peuvent être recrutés directement par les universités, pourquoi n'avoir pas été recrutés de manière spéciale par le programme du président de la République? Il y a donc manifestement une volonté de nuire aux décisions du chef de l'État par les gens qui lui sont visiblement proches. J'ai l'impression qu'il y en a qui se croient déjà Paul Biya. Donc, ils rêvent déjà dans cette position et ils prennent des décisions qui peuvent mettre le pays dans des difficultés. Et plus grave sur le plan politique, regardez ces décisions. Le doctorat professionnel qui est suspendu. Les docteurs dans un État qui grèvent en période électorale. Vous croyez que ces gens, ils ont intérêt à ce que les camarades d'Edouard Fauchivet gagnent? Vous savez que quelqu'un que vous refusez d'admettre au Cameroun à l'emploi, alors qu'il mérite, c'est en réalité 30 personnes
que vous laissez affamer. Ok, professeur, merci pour toutes ces précisions. Cinquième et dernier invité sur ce plateau, c'est un syndicaliste, Gallus Fouda. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bagangana. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille avec un fait de société, mais un fait odieux, on va dire comme ça, inédit, qui a eu lieu du côté de Yaoundé, avec notamment un braquage spectaculaire à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. On parle d'environ 8 millions de francs emportés par des braqueurs qui ont pris la peine de ligoter la caissière avant de s'évaporer dans la nature. Oui, je pense que nous sommes tous bantous et même chrétiens. Ne regardons pas là où on est tombé, regardons à trébucher. Je veux dire une chose, c'est que quand il y a un acte comme ça dans le secteur religieux, c'est un signal fort. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans notre pays? Alors je pense qu'à partir de là, Dieu interpelle les religieux pour prier pour ce Cameroun. Moi, c'est l'analyse que je peux faire. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Moi, je pense que c'est ça le message. Alors on s'interroge quand même un peu sur la sécurité. C'est vrai que nous sommes à une période de fin d'année, période de fête, où l'insécurité va grandissant. Des caméras sont postées, que ce soit du côté de la BISEC, qui n'est non loin de la cathédrale, la poste centrale, et on a la DGSN non loin de là, le secrétariat d'État à la Défense aussi, a un jet de pierre de là, et que ces bandits de grand chemin, on parle de 2, qui soient évaporés dans la nature. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'insécurité en cette période de fête de fin d'année? Je pense qu'on doit s'inquiéter, mais quand Dieu veut faire passer son message, il va passer. Je vous ai dit que cet acte, dans le milieu chrétien, c'est un acte spirituel. Il faut qu'on le dise comme ça. Avec Dieu, on fait beaucoup de choses. Avec Dieu, on détruit beaucoup de choses. Je pense que nous avons besoin de ces gens pour prier pour le Cameroun d'une manière honnête et claire. Merci à vous. Vous insistez sur l'aspect spirituel de la chose. Peut-être c'est un message que Dieu a voulu passer aux évêques, aux prêtres, de redoubler d'ardeur, de foi d'ailleurs, concernant la prière. On va embrayer maintenant que nous sommes déjà situés sur la qualité du panel de ce jour, constitué des économistes, des syndicalistes et même des hommes politiques. On va commencer par la politique avec cette semaine, l'adoption du projet de loi concernant la décentralisation qui finalement a été adopté à l'Assemblée nationale avec un ancrage particulier sur le statut spécial réservé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En quoi est-ce que ces populations devront désormais, avec l'application du statut spécial réservé à cette région, ces populations devront s'attendre à quoi pour leur quotidien? La décentralisation sur l'ensemble du territoire camerounais sera-t-elle effective? On essaiera d'apporter quelques éléments de réponse. On commence sur cette question avec vous, Sam Baka. Vous étiez du côté du grand dialogue national. L'une des résolutions était justement l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce que cette semaine, avec l'adoption de ce projet de loi, vous vous êtes dit que nous sommes allés au dialogue national, nous avons pris des résolutions et ces résolutions commencent à prendre corps? J'aurais souhaité que ce soit cela. J'aurais souhaité que les choses s'arrangent avec ce nouveau statut, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des doutes parce que le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale ne me satisfait pas. Et pourquoi? Il ne me satisfait pas parce que le principe de la décentralisation, c'est que l'État agit a posteriori. C'est que la tutelle, n'est-ce pas, qu'on pensait lever le pied, rien n'a bougé.
le bicéphalisme va s'installer. Les conflits vont se multiplier. 15% du budget de l'État. C'est 15% du budget de l'État avec, n'est-ce pas, des missions qui seront probablement à au moins à 30%, 35%, voire 40%. Alors, on a l'impression que nous avons un gouvernement central qui est un adversaire des localités décentralisées, c'est-à-dire des élus. Oui, on va diviser le budget de l'État, mais les missions qu'on va assigner aux collectivités décentralisées, cet argent ne va jamais suffire. On va continuer à multiplier les postes de ministres. Aujourd'hui, on est à environ 70. La décentralisation, la vraie décentralisation n'a pas besoin de plus de 20 ministres. Donc, il y a des petites choses qui sont importantes. Il faut voir que cette loi qui a été déposée est l'émanation de la tripartite. La tripartite, c'était il y a 28 ans. Le contexte était différent. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui. Donc, la politique demande qu'on réajuste et qu'on anticipe. Or, ce qui se passe, je commence par la décentralisation elle-même, parce que le statut spécial, c'est encore un autre problème. La décentralisation n'est pas effective. Nous vivons une déconcentration déguisée qui a avancé. Pour une déconcentration, ce qui a été déposé est très bien. Mais pour une décentralisation, on n'a pas atteint les points focaux, c'est-à-dire mettre à la disposition la gestion collective des élus. Aujourd'hui, nous avons encore tout l'arsenal de la déconcentration des services du gouverneur, du préfet, du sous-préfet, avec tous ces démembrements qui restent en place. Et on vous dit qu'il y aura une régionalisation avec des conseillers régionaux et autres. Donc pour moi, nous sommes encore très loin de la décentralisation effective. Et le contexte actuel demande qu'on fasse confiance. Vous avez vu les réponses que l'administration donne. Les collectivités décentralisées n'ont pas de personnel qualifié, ils ne savent rien, ce sont des oiseaux. Et puis en même temps, on vous dit qu'il y a des docteurs qui sont en grève à Yaoundé. Voilà la contradiction qu'on doit pouvoir lever dans ce pays. Parce que nous fabriquons des chômeurs qui sortent des universités et en même temps on dit on ne peut pas laisser les communes aux élus parce que c'est n'importe qui peut y arriver. Donc, nous avons une administration tellement qualifiée et tellement sérieuse et tellement vertueuse qu'ils ont peur que les détournements se fassent dans les communes. Mais c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui sanctionne, c'est le peuple qui contrôle. C'est ça la décentralisation. Donc si nous voulons que nous ayons une décentralisation, il faut vraiment retoiletter ce texte qui n'est même pas encore connu les décrets d'application. Il y a des choses aberrantes et on vous laisse discuter sur des choses inutiles, des choses qui n'ont même pas lieu de discussion. On vous parle de l'article 246. J'ai entendu ça partout. Mais l'article 246, c'est une aberration même. On reviendra sur cet article 246. Si vous voulez qu'on va on reviendra à le moment. Mais s'agissant des anglophones, le statut spécial, c'est vrai. Les anglophones ont une identité, une spécificité qui fait la richesse du Cameroun à travers le monde. Maintenant, ils ont des habitudes, ils ont des façons de faire. Il y a des façons de faire qui font en sorte que les anglophones, si j'ai bien compris leur problème, c'est qu'ils veulent se gérer. Ils veulent, n'est-ce pas, le statut qui leur permet de s'auto-gérer. S'auto-gérer veut dire que nous allons mettre des mécanismes à nous, spécifiquement, et nous allons avoir des richesses qui seront partagées avec le pouvoir central. C'est ce que j'ai cru comprendre. Or,
il y aura encore des gouverneurs là-bas, il y aura encore des préfets là-bas, Tout à fait. il y aura encore beaucoup de gendarmes, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas la gendarmerie. La gendarmerie, c'est une affaire jacobine française. Donc, il y a des choses qui peuvent demain amener le Cameroun à être un pays spécial. N'est-ce pas? Qui peut amener le Cameroun à être un pays admiré par tout le monde, parce que nous rêvons, nous allons quitter d'ici à Douala, on va traverser le pont du Mungo, on va commencer à rouler à gauche. Ça, c'est symbolique, mais c'est une richesse. Et c'est ça qu'on doit pouvoir exploiter. On va rentrer en plein dans les spécificités de ce statut spécial. Mais je voulais d'abord vous interroger sur le MRC qui a refusé d'aller aux élections, disant que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des guerres de ce côté-là. Mais est-ce que vous avez le sentiment que, avec l'adoption par l'Assemblée nationale de ce statut spécial, il ne pourrait pas avoir apaisement sur le terrain? Monsieur Bobangomna, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que on aura affaire avec les mêmes personnes et des mêmes gens qui sont là depuis longtemps. Les personnes que ce peuple ont vomi, et nous refusons d'y aller avec des éléments. Nous disons qu'il faut d'abord une réconciliation, M. Bobangomna. Vous ne pouvez pas traverser ce 12 000 morts pour aller chercher à vouloir attribuer un statut spécial à un peuple quand vous ne les avez pas consolés. Vous ne pouvez pas traverser ce plus de milliers d'anglophones encore emprisonnés injustement pour aller mettre en place un statut spécial pour les aider. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas traverser sur des centaines de réfugiés dans des pays voisins et puis vous partez mettre en place un statut spécial. En quoi ça va les aider? En quoi ça va les aider? Il y aura toujours, comme a dit le président Sambaka, il y aura toujours des sous-préfets, des gouverneurs, des policiers, des gendarmes. Ces gens qui ne les veulent plus. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, quand vous lisez les anglophones, ils veulent le changement de la forme de l'État. Qui est le fédéralisme? Il faut le fédéralisme. Il faut le dire. Ils ne veulent plus s'autogérer par le RDPC. Ils veulent être autonomes. Voilà le problème. C'est justement pourquoi ce statut spécial ne peut rien changer. Et c'est pourquoi nous sommes abstenus d'aller à ce dialogue. Parce que nous savons très bien comment le RDPC fonctionne. Ils devaient encore nous rouler dans la farine. Et ceux qui sont allés se sont félicités. Mais les mêmes disent encore aujourd'hui qu'il y a des intox dans la résolution. Et c'est déplorable. Alors, Edouard Fauchivé, quelles sont les avancées par rapport à ce statut spécial susceptible de décrisper la situation sur le terrain, surtout quand on sait qu'il y a une certaine autonomie consacrée à ces régions, que ce soit sur le plan financier et même sur le plan judiciaire? Je crois que entendre le cardinal Toumi et certains dignitaires du NOZO, après la validation de ce projet, on comprend qu'il y a un pas. C'est bien beau de rester hors du cercle et se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vous fixez mon regard. C'est pour ça que je ne comprends jamais la démarche des partis qui n'apportent absolument rien dans le cadre de l'évolution de ce pays, mais qui se permettent toujours de critiquer. Le cardinal Toumi a parlé des avancées. Et vous me demandez, je crois que en attendant le décret d'application, le doyen d'âge a apprécié à sa juste valeur la mise sur pied, n'est-ce pas, de cette force des chefs traditionnels, parce que c'est pour eux, tout part de là, enfin, qui participent, n'est-ce pas, à certaines prises de décision au niveau de la base. Le président Sambaka tout à l'heure parlait de 15% qui, en termes de dotation, mais il faut avouer que dans cette spécificité, en termes de données financières, le NOZO, qui est une terre riche
puisque tout ce qui sortira à l'intérieur, maintenant, de ces deux régions, devait avoir une quantité de répartition. C'est déjà fait, ça sera fait, puisque le décret d'application va normalement mentionner ça. C'est déjà quelque chose, c'est une avancée. Avancée parce que certaines décisions vont partir de la base. C'est vrai que en face, il y a encore la présence de l'administration, mais on ne peut pas balayer d'un point l'administration. Et dernièrement, avec le président Sambaka, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il a changé de fusil. Il n'a pas changé, c'est lui qui m'a Laissez-moi venir. J'allais prendre des décisions, il y a des avancées, voilà, je suis d'accord. Voilà. Mais Parce oui. que l'État ne peut pas mettre à votre disposition une ressource, je parle à la face d'un éminent professeur, sans qu'il y ait de contrôle. Mais c'est vrai que l'administration il faudrait diminuer le poids de l'administration sur des décisions de base. Ça, il faut le dire. Mais déjà, je crois que le décret d'application et le contenu, parce que le contenu n'est pas encore, on n'a pas encore défini en réalité le contenu de ces spécificités, et que nous attendons. Mais disons que le pas, comme j'ai dit tout à l'heure, la porte est ouverte, et il revient maintenant, n'est-ce pas, à ceux qui ont la charge du ministère de la décentralisation, et bien entendu, le chef de l'État, rapidement de mettre le décret d'application pour que on puisse voir cette évolution. Mais disons que l'histoire retiendra. Et là, je suis d'accord avec le très honorable, que à la fin de cette mandature, nous avons eu n'est-ce pas, à mettre sur pied certaines spécificités pour des régions. En attendant, il faut y aller. Mais les avantages sont déjà clairs et nets, ne serait-ce qu'au niveau de la répartition des ressources qui sont... Quand vous prenez par exemple Douala où nous sommes, vous imaginez que Douala, à travers seulement son port, aujourd'hui, produit par presque la moitié, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme recette, mais ne profite pas aujourd'hui des avancées fixées. Regardez la mobilité à Douala. Tout part au niveau de l'aspect central. Donc, petit à petit, ça pourra donc s'étaler vers d'autres régions, mais une chose est sûre, c'est que la paix, à travers ce qui vient de se passer, nous pouvons dire qu'il y a des avancées et que vivement que la paix revienne. Alors, professeur Alaka, ce statut spécial tient compte de l'héritage culturel des populations de cette région. Et il va même plus loin. Il concède encore une grosse partie sur l'aspect juridique, notamment à travers le common law. Et est-ce que vous avez le sentiment que, avec ces aspects, notamment l'héritage culturel, le common law, qui avait été l'un des problèmes évoqués dès le début de cette crise, est-ce que vous avez le sentiment que cela pourra apporter une solution dans ce problème qui perdure? Je crois qu'il y a une avancée qu'il faut reconnaître. Il y a une avancée. Ce n'était pas imaginable il y a quelques années, notamment en 2016, où on a écouté des sons dissonants, discordants, où des gens allaient jusqu'à dire qu'il n'y a pas de problème au Nozo. Ce n'est pas un problème, c'est zéro, c'est des petits agitateurs et tout et tout. Mais lorsque on arrive à une situation où les gens ne demandent plus le fédéralisme, mais commencent à demander la sécession, ils prennent la mesure de la chose. Et cette mesure de la chose est prise quand on se rend compte que les morts commencent à tomber, les populations commencent à partir. Et même jusque-là, ça n'a pas inquiété certains ministres qui ont dit celui qui se trouve dans le chemin de quoi là bon, c'est lui qui connaît, ce sont ses camarades du RDPC. À la réalité, il y a un pas. Mais ce pas est nul de mon point de vue. Il fallait aller plus loin. Il fallait aller plus loin parce qu'un statut spécial exige deux choses. L'absence du centralisme excessif et la présence de la décentralisation financière. Ce sont ces deux choses-là. Quand on regarde pour un pays qui sort de la... Enfin, pour une partie du pays qui sort de l'abîme, avec beaucoup de morts, beaucoup de déplacés, à qui on accorde seulement 15%, notamment dans la fiscalité des quotas que j'ai conceptualisé, c'est rien du tout. On devrait aller par proportion. Vous sortez de la crise
on va vous donner 40% les 2 premières années pour que ça vous permette de reconstruire rapidement le pays vous-même. Et puis, quand la zone est reconstruite, on descend peut-être à 30%. Et pour stabiliser plus tard à 15%, de sorte que les gens puissent prendre en main leur développement. Mais regardez, vous m'avez interrogé tout à l'heure sur l'université. Vous croyez que si les universités de Buea et de Bamenda étaient concernées par le statut spécial, est-ce qu'on aurait connu ça là-bas? Ce serait resté dans les 6 autres universités. Ils n'auront jamais connu ça, des histoires de grève et tout. Parce qu'ils auraient pris en charge leur éducation, leur formation. Les décisions qui sont prises à Yaoundé n'auraient jamais concerné ces 2 régions. Il faut donc qu'on se dise que le centralisme excessif que Yaoundé a cru devoir mettre en place, notamment avec l'ENAM, certains, parce qu'il y a d'autres qui sont de l'ENAM, qui disent que ce n'est pas bien. En privé, même s'ils ne peuvent pas le dire en public. Mais il y a d'autres, il y a une frange qui vous dit c'est nous qui avons le pouvoir. Mais vous avez quel pouvoir? Vous n'avez aucun pouvoir, monsieur. L'homme qui vous donne le pouvoir, c'est Paul Biya. Le jour où il vous l'enlève, vous vous retrouvez là où les autres se trouvent. Qui a été plus puissant dans ce pays que les Atangana Mebara, les Marafa, les Ababa et autres. Les Beko, les Bepou, pas de l'université, qui pouvaient gifler un enseignant. Mais ils sont aujourd'hui. Donc c'est un leurre, vous comprenez? C'est un leurre. On veut bâtir notre pays et quand on veut prendre des textes, qu'on les prenne. Qu'est-ce que l'ONU demandait? En réalité, qu'on leur reconnaisse un statut spécial depuis longtemps. C'était refusé. Ils ont dit, ok, comme vous refusez, nous, même le fédéralisme, on n'en veut plus. Maintenant, on demande la sécession. C'était un prétexte. Ils n'ont aucune envie de faire la sécession. C'est ça la vérité. Aucune envie. Moi, j'ai beaucoup d'amis anglophones. Ils disent, mais on va faire comment? Hein? S'il y a la sécession, nous, qui sommes nés ici, qui vivons ici, on va faire comment pour aller là-bas? Donc, le statut spécial est une bonne chose, mais il a été mal pensé. Parce que justement, les gens à Yaoundé pensent que le pays, c'est eux. Ils vous disent, c'est nous qui avons le pouvoir. Vous marchez où on vous écrase. On ne fonctionne pas comme ça dans un État. Monsieur Edouard Fauchivé, il faut dire à vos camarades que lorsqu'il y a un problème, on s'assoit. On négocie. J'ai toujours pensé que si le président de la République avait fait le voyage au début du nord-ouest et du sud-ouest, on n'en serait pas arrivé là. Mais vous avez des gens qui lui ont dit, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, comme si ce n'était pas lui le président de là-bas. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. On est en train de rafistoler. Et je suis d'accord avec Sambaka. Vous voulez que les choses avancent, faites des choses en négociant avec les autres. Je n'étais pas au dialogue, mais je ne sais pas, lorsqu'on a proposé ces choses, qu'ont dit les anglophones, les principaux leaders. Je ne pense pas qu'on les a associés, ils sont restés en prison. Ils sont en prison. Voilà. Alors, Gallus Fouda, sur le plan de la paix, sur le terrain, on observe quand même une accalmie selon les hommes de Dieu, notamment Monseigneur Cléda et surtout l'évêque de Manfé qui dit que, contrairement à il y a peut-être 3 ou 4 mois, les choses essayent un peu de se tempérer dans cette région du pays. Est-ce que vous avez également le sentiment que, avec l'adoption de ce statut spécial, les choses vont, la tension, on va dire, va baisser d'un cran dans ces 2 régions? Je crois que la question qu'on devait se poser, d'où sort la tension? Est-ce que les Camerounais savent d'où sort la tension du Nord-Ouest? Parce que quand j'essaye de comprendre à ma façon, c'est un problème profond. Il ne faut pas survoler les problèmes du Cameroun. C'est un pays très complexe. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des avancées, c'est vrai. Mais j'ai peur d'une chose. Nous avons vu ça dans le domaine portuaire, là où les Camerounais ne respectent pas les présidents de la République. Je prends un exemple très simple. En 2007, le secrétaire général de l'époque, de Jean Issou, avait sorti une note de faire partir
quelqu'un pour le du port. Il a instruit le SGPM. On ne sait pas où est partie cette décision. Est-ce que vous pensez que le président de la République donne une orientation, un fonctionnaire s'assoit dessus? C'est ça qui me fait beaucoup plus peur. Parce qu'on donne des orientations pour les anglophones. Est-ce que sur le terrain, les gens ne vont pas faire ce qu'ils font? C'est ça qui me fait le plus peur dans ce pays. C'est-à-dire les contre-indications, on prend des décisions, mais il y a des gens qui sont sur le terrain, chargés de l'exécuter, qui ne le font pas. Comme disait le professeur, il y a d'autres qui pensent que le Cameroun, c'est eux. Ils ont oublié une chose. C'est le centurion romain qui avait dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, dit seulement une parole de serait donné. C'était un général de la Romaine qui gagnait les batailles. Chaque fois qu'il revenait, il organisait des fêtes. Son tinda venait lui dire, n'oublie pas celui qui t'a fait général, c'est César. Tous ces gens qui sont autour de, en prison, ministre, c'est bien qui les fait général. Non, on ne l'obéit pas. Pourquoi? Un secrétaire général de l'Élysée ne peut pas donner une instruction, on biaise. Mettons les lois sur le terrain. Quelqu'un va trouver, à titre exceptionnel, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui à Zonango. Le mensonge, la nourriture, etc. C'est ça qui me fait le plus peur. Mais sinon, il y a des avancées. Parce que moi, j'ai vu ce Cameroun pas à l'époque. Je suis un peu très surpris. Ce Cameroun a été géré par un certifié. Nous avons vu les résultats. Il faut être pratique. Aujourd'hui, les professeurs, les intellectuels ont pris. Nous sommes où aujourd'hui? C'est ça qui me fait le plus mal. En dehors de ça, j'ai vu une petite décentralisation à l'époque. Là où chaque mairie avait ses engins pour goudronner, pour arranger ses routes. Dans le Cao avait ses engins pour les routes cacaoyères. Il y avait le parc national du génie civil qui existait. Je suis parti aujourd'hui en Bamou, j'ai vu une délégation départementale des travaux publics. Il y avait des engins. Je dis, mais c'est parti où tout ça? Pour moi, c'était une forme de décentralisation. Ils ont liquidé. À l'époque. Mais c'est parti où? Ils ont liquidé. Moi, j'ai vu des gens qui se sont enrichis avec le matériel de l'État. Moi, j'en connais. On avait Parc national génie civil, la Bourgogne qui accompagne tout ce monde-là. Alors, quand on parle décentralisation, c'est bien beau. Quand on parle de statut spécial, je félicite Adouara Kamonfou, celui qui avait donné, qui avait trouvé qu'il faut la Constitution pour un statut spécial. Et moi, je félicite Kamonfou qui avait déclenché ce système. Qu'on sache à l'Assemblée qu'il y a un statut spécial. Mais la maladie, c'est l'homme camerounais. Vous voyez, je ne suis pas politicien, je veux faire allusion à MRC. Vous êtes parti politique. Moi, je ne suis pas politicien, mais vous nous avez déçus. Vous n'allez pas construire votre maison étant à l'extérieur. Allez dedans. Parlez. Aujourd'hui, vous êtes hors jeu. Je ne suis pas d'accord parce que quand vous continuez à dire qu'il y a ceci, c'est bien beau. Moi, je prends le Cameroun d'hier. J'ai vu ce Cameroun évoluer. Aujourd'hui, je suis un peu déçu parce que, comme disait le professeur, tout est théorique. Rien n'est pratique. Alors que c'est la pratique qui fait avancer un pays. Moi, c'est mon point de vue. Merci pour ce point de vue. Je veux, après le statut spécial, je veux qu'on revienne maintenant, de manière générale, sur la décentralisation pour embrayer, notamment sur l'article 246 qui crée beaucoup de remous sur la question d'autochtonie et d'allogène. Pour vous, quel est le problème? Ben, je dois dire que, comme d'habitude, on a fait dans le dilatoire. Nous avons quelque chose qui doit régler la nation, qui est déposé à l'Assemblée nationale. Au lieu qu'on parle des mécanismes pour arriver à implémenter la décentralisation c'est un mot qui a un contenu. On laisse ce qui est important
pour nous parler de l'article 246, qui pour moi ne peut en aucun cas mettre le Cameroun dans le droit chemin. Cet article 246 qui dit que le délégué du gouvernement, désormais, ce sera plus un délégué du gouvernement, ce sera un maire élu. La maire de la ville. Le maire de la ville. Alors, ce même article dit que pour être maire, il faudra être de la région. J'ai dit, c'est pas sérieux. Parce que ce maire doit être de la ville. Il ne doit pas être de la région. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Parce que tous les débats qu'il y a ici dans ce pays tournent autour de Douala. Tournent autour de la communauté urbaine. Parce que elle, c'est Douala qui produit tout l'argent. Qui produit plus de la moitié de l'argent du Cameroun. Donc, logiquement, un maire de la super ville de Douala devrait avoir un budget conséquent pour moderniser la ville, pour la rendre plus fluide, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas tous ces embouteillages et autres, pour que l'économie marche. Donc, les gens se focalisent sur le super maire de Douala. Le maire de Douala doit être un Douala. Le maire de Konsamba, quand on enlève le délégué, doit être quelqu'un du Konsamba. Celui de DA doit être quelqu'un de DA. C'est une logique. Maintenant, transposons. Quittons le littoral. Parce que le littoral a ceci de spécifique que les peuples se sont beaucoup mélangés. C'est-à-dire, moi qui suis d'une CAM, j'ai forcément dans ma famille des Douala, j'ai dans ma famille probablement des gens qui viennent du Mungo et de la Sanaga maritime. Donc, ce mélange s'est fait. C'est pour cette raison qu'on parle de Sawa. Vous comprenez? Mais quand il faut des spécificités, il faut que les Camerounais comprennent que le sénateur est de la région. Le maire est de la ville. Le député est de la nation. Il y a donc dans des villes, des arrondissements qui sont ouverts à tous les Camerounais. Mais quand on veut parler de la ville de Douala, quand on veut parler de la ville de Bafoussam, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut me dire que le super maire de Bafoussam est Bamoun. Vous comprenez? Donc, c'est pour divertir les gens, les amener à se cogner les têtes et autres. Est-ce que c'est la ville de Douala, parce qu'on est maire de la ville de Douala, que le Cameroun va marcher? On parle de compétences, il ne faut pas insulter les Camerounais. Les Camerounais de toutes les tribus sont compétents. On nous insulte dans le port. Il faut chercher le meilleur Douala pour être maire de la ville de Douala, le meilleur Bafoussam pour être le maire de la ville de Bafoussam. Tout simplement, ne nous parlez pas de compétences. Les compétences, on les trouve partout. Donc, voilà ce qui nous a divertis pendant ces semaines, alors que le vrai problème était là. La tutelle dans une démocratie et dans le système de décentralisation agit a posteriori, c'est-à-dire que le maire est élu sur un programme, n'est-ce pas, et il doit appliquer ce programme. Il ne doit pas quitter les lignes que lui fixe la loi, et le représentant du pouvoir central est là pour contrôler. Si ça ne va pas et que le maire a outrepassé ses droits, il saisit le tribunal administratif et il y a un rappel à l'ordre, il y a même des sanctions. Si le maire vole de l'argent, on le jette en prison parce que le pouvoir central a quelqu'un qui contrôle là-dedans. C'est là où commence la décentralisation. Tout ce que nous faisons n'est que la déconcentration de l'État. Moi, je tiens à préciser cela parce que il ne faut pas qu'on joue sur les mots. Il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons l'habitude de survoler les choses, alors que la clé, il faut trouver la clé pour faire avancer ce pays. Alors, Mathias, vous, du côté du MRC, vous dites certainement que c'est un faux débat, cette histoire de l'article 246. Est-ce que vous ne dites pas, par exemple, que dans cette décentralisation, il y a encore des poches de résistance qui restent, notamment les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs, et qui sont souvent à la tête des conseils municipaux? Oui, Monsieur Bouba, s'il vous plaît, je vous demande une minute pour faire une mise au point au grand frère Galium Fouda. Galius Fouda. Fouda qui pense que le MRC ne devrait pas se mettre en retrait
pour critiquer, qui devait être dans la maison pour construire ensemble. Je vais rappeler au grand frère Fouda que le président Maurice Kamto était bel ou bien au pouvoir. Il connaît tous les mécanismes du pouvoir, il connaît comment il fonctionne. Et M. Bouba Ngomna, le Cameroun a plus de 300 partis politiques. Regardez lors des échéances électorales, où sont-ils? Ils ne sont pas là. Simplement parce que le président sait que tous ces partis politiques ont été créés par le pouvoir pour faire croire à la communauté internationale qu'il y avait de l'alternance et qu'il y avait de la démocratie. Alors, lorsqu'il était au pouvoir, il les voyait passer de temps en temps venir toucher les perdiennes sur le dos du peuple. Donc, M. Fouda, voilà pourquoi le MRC ne peut pas partisan avec le diable. Tout le monde le sait. C'est notre position. Maintenant, concernant donc ce problème de décentralisation avec les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs qui restent toujours. Monsieur Bouba Ngomna, nous sommes rassurés qu'il s'agit d'un copier-coller du pouvoir pour continuer à nous distraire. Parce que, rendez-vous compte, à partir de ce moment, je prends par exemple la mairie de Douala, où je suis conseiller municipal. Lorsque le maire émet un bon de commande, ça rentre à la communauté urbaine. Ça rentre au contrôle financier à la communauté urbaine. Alors, tenez qu'il est délégué du gouvernement, s'il se rend compte que c'est en sa défaveur ou bien à la défaveur de son parti, c'est tant mieux, il le bloque. Mais maintenant, avec la nouvelle loi, ce ne sera plus comme ça. Ce n'est pas le cas. Ça sera la même chose, puisque en réalité, il joue sur les mots. Le maire de la ville qu'on parle peut être la même personne qui est là. Et ils disent que ça doit être un autochtone. Donc, on n'est pas encore revenu comme maire de la ville. Et qu'est-ce qui va donc changer? La même personne, la même personne que le peuple sait, et le peuple de Mbanga Pongo, de Masepe Mousoke, de Mambanda, ce même personnage que le peuple sait qu'il les a abandonnés. On va élire celui qui va faire. C'est une élection. Vous le laissez terminer, s'il vous plaît. Je dis que la vous le laissez terminer. Vous allez prendre la parole à votre tour. Monsieur Fauchier, le laissez terminer. Je dis que on dit que ça doit être un autochtone, le maire de la ville. Je dis que ton n'est pas encore revenu. Qui est l'ami intime de M. Bia, et tout le monde sait ce qu'il fait à la communauté. Je dis qu'il est l'ami de M. Bia. Je dis il est l'ami de M. Je dis il est l'ami de M. Bia. Je dis il est l'ami de M. Bia. C'est le président de la République quand même. M. Bia, il est quand même. Le président, c'est une personnalité. C'est quand même une personnalité. Laissez-moi être responsable. Président Bia. Vous ne pouvez pas appeler Kamto. Monsieur Fauchivé. Laissez-moi vous dire que c'est d'abord un usurpateur. Je voulais quand même, Laissez-moi, s'il vous plaît, s'il je voulais quand même rappeler une ou deux choses sur ce plateau. On peut être impertinent, mais restons polis et respectons les institutions. Tout à fait. Vous êtes libre de vos propos, mais je crois que M. Bia est bel et bien, jusqu'à preuve du contraire, président de la République du Cameroun. Vous pouvez dire que M. Tonnet est l'ami de M. Bia. Oui, mais du président Bia, c'est quand même le président de la République. C'est le président. C'est le président. C'est les institutions. C'est pas M. Bia. C'est pas de M. Bia qu'on parle. On parle d'une institution qui est incarnée par un chef de la République. Pour le moment, qui est d'abord. Je dis pour le moment, je dis, M. Tonnet est l'ami de M. Bia. D'accord, ok, d'accord, on vous a compris. On vous a compris. Et tout le monde le sait. On vous a compris, on vous a compris. Et tout le monde sait. Oui, tout le monde sait. On vous a compris. Ce qu'il a fait dans la ville de Douala actuellement, les peuples vivent sous pilotis à Mbanga Pongo à cause de la montée. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a les moyens? Merci. C'est pour ça qu'on parle de décentralisation. Est-ce qu'il a les moyens? S'il vous plaît, vous allez permettre, M. Sambaka. Depuis 39 ans, ils sont là. Ok, vous allez permettre, M. Kameni, on vous a surabondamment. On vous a surabondamment écouté. On vous a surabondamment écouté sur cette question. Vous allez permettre qu'on avance. Vous allez permettre qu'on avance, je vous en prie. Monsieur Edouard Fauchivé, sur cette question de la décentralisation, je voulais quand même qu'on précise en ce qui concerne les super-maires, pour qu'il n'y ait pas d'imbroglio. Désormais, ceux qui étaient nommés par le passé étaient des délégués du gouvernement. Maintenant, ce ne sera plus le cas, ce sera les super-maires, mais qui seront élus par les conseillers municipaux. C'est bien cela. C'est bien cela. Et nous disons, il faut d'abord qu'ils partent de la base électorale. Donc on commence pour être élu, il faut être conseiller. Ça veut dire que, comme la bataille est en train de se faire maintenant pour les partis qui veulent bâtir et accompagner le triangle national, le 9, ils seront aux élections et il y aura les conseillers municipaux.
À l'intérieur des conseils municipaux, on va choisir les maires d'arrondissement. On ne revient plus sur ce que le président Sambaka a dit. C'est les maires d'arrondissement, on peut partir d'Autotone vers Anodjene, il n'y a pas de problème, mais au niveau maintenant central de la ville, le maire doit, normalement, c'est pour ça que je partage ce que monsieur le président Sambaka a dit, cet article ne devait même pas être plus que le maire de la ville de Yaoundé ne peut être que celui qui vit à l'intérieur de Yaoundé. Ça n'a jamais été autrement à Douala. Donc, à Bafoussam, il y a quelques remues parce qu'on a divisé le département, mais en réalité, c'est ça. Donc, on ne devait même plus... En réalité, pour vous, la question de Totoni ne se pose non, pas. Ça se pose. C'est un faux problème. Vraiment, pour moi, c'est un faux problème. Je le dis à haute voix. Je ne vois pas comment, moi, Edouard Fauchivé, je peux être maire de la ville de Douala. Je le dis. Je prends mon cas. C'est pas possible. Alors, mais lorsque je vois la bataille qui se pose au niveau de l'article 246, j'ai une idée, et je fais un petit combat de l'église évangélique. Lorsque le président NG a été élu de Yabassi, on a dit qu'il n'était pas Sawa, parce qu'on voulait un Sawa président de l'église, mais tout de suite on a dit non, on veut un Sawa de Dado. J'ose quoi? Et là, je m'adresse maintenant au président Sambak, que dans la recherche de la compétence et de l'autotone qui doit gérer, vous n'allez pas donc à un moment donné dire que on veut plutôt l'autotone d'Akwa, de Daido et de Bassa. Là, c'est que la guerre sera bien posée. Il faut donc préciser. C'est pour ça que s'il faut revenir à l'intérieur de certaines précisions au décret d'application, il faut préciser que le super maire à l'intérieur donc d'études d'arrondissement doit être, et là on cite dans les départements, pour qu'on comprenne parfaitement. Parce que si vous revenez sur ce qui, depuis 3 ans, l'église évangélique vit, c'est qu'à un moment donné, on a dit que les Yabassi n'étaient pas Sawa. Donc, il faut donc bien toucher ça. Par contre, ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que je ne dirais pas qu'on nous distrait, mais je dirais qu'un parti politique, on choisit aujourd'hui, et cette histoire de meilleur, je voudrais revenir dessus, vraiment, excusez-moi, parce que nous avons vécu, et je convoque ici le professeur Alaka, nous avons vécu ici à un moment donné où l'équilibre régional était bien pour un moment. Mais l'équilibre régional aujourd'hui, il faut revisiter le contenu de l'équilibre régional. On peut faire l'équilibre régional, mais avec les meilleurs. On ne peut pas faire l'équilibre régional... avec les médiocres. Quand vous dites médiocre, c'est bien. Mais l'équilibre régional basé sur la distribution par rapport aux tribus. Non. Si vous voulez un gars du village Ngomna et qu'il y a 5 qui ont participé, vous prenez les meilleurs de 5 au vu de la moyenne. Il faut fixer d'abord une barre. Si le meilleur de chez vous, monsieur Ngomna, n'a pas atteint cette moyenne, on ne le prend pas. Ça permet aujourd'hui au niveau là-bas, et c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire que le Cameroun est un bassin des intellectuels. Il ne faut donc pas chosifier les intellectuels camerounais. Parce que quand vous dimensionnez, vous allez prendre quelqu'un qui n'était pas à la base pour faire en sorte qu'il puisse représenter les valeurs, automatiquement, il y aura les différents aujourd'hui. Et là, il faut aller au-delà des partis politiques. Le Cameroun ne vivra pas à cause des partis politiques. Il faut dépasser le concept de parti politique. Parce que si vous êtes des partis politiques comme le parti de M. Kameni, mais vous n'allez jamais bâtir le Cameroun. Il faut avoir à l'intérieur de partis politiques ce qu'on appelle des moules des intelligences, les croiser à l'intérieur pour permettre maintenant à ceux-là, quand ils arrivent au pouvoir, de bâtir le triangle national, pas de subir. Et tout à l'heure, nous allons parler de la problématique du CFA. Et vous allez donc comprendre que ce sont des intellectuels qui se sont assis pour arriver à ça, même si ce n'est pas encore ça, mais il faut des gens qui doivent toujours réfléchir. Alors, professeur, il faut préciser que ce décret
concerne essentiellement les super maires. Les maires d'arrondissement ne sont pas concernés par cette mesure. Toutefois, au niveau des arrondissements, on peut dire qu'il y a une avancée, notamment sur le plan financier, avec cette autonomie qui s'élève environ à 15%. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que dans nos mairies, nous avons du personnel suffisamment aguerri, prêt pour pouvoir mener à bien cette décentralisation? Mais cette question doit être posée à ceux qui ont pensé la décentralisation. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas bien pensé. Vous posez une question fort opportunément importante. Permettez-moi de dire un mot sur l'autonomie. La loi est la mise en la forme législative des us et coutumes d'une nation. Moi, je mets au défi de ceux qui sont contre l'autonomie de me dire quelle est la ville qui avait jusqu'ici un délégué du gouvernement qui n'était pas autochtone au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on n'a fait que confirmer ceux qui existaient et qui étaient admis par tout le monde. Donc, il n'y a pas de débat. Donc, à ce niveau, il n'y a même pas... C'est un faux débat. Il n'y a même pas... De mon point de vue, il n'y a même pas de problème. Et puis, je vais vous dire, quelqu'un l'a dit ici, je crois que c'est Edouard, honnêtement, moi, je suis ambassadeur là-bas, je vais venir être maire à Douala comment? Ou alors, je suis là-bas, s'il y avait un maire dans l'Ombam, est-ce que je vais accepter que Edouard Fouchivé, même si on est Mandjara, il vient être... il vient être maire là-bas. Non, on a toujours fait ça, et la loi n'a fait que mettre en la forme législative cet état de choses. Donc, alors, pour revenir maintenant à votre question, la mettre à quoi? Est-ce qu'on a le personnel suffisamment formé pour mener à bien? Alors, j'ai commencé par dire que si nous n'avons pas le personnel, c'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui ont pensé la décentralisation depuis 1996. Qu'est-ce qu'ils avaient mis dedans? Depuis 1996, on aurait pu former au niveau de l'ENAM une fonction publique territoriale, une fonction publique locale, avec des inspecteurs des impôts locaux qui vont servir. C'est-à-dire qu'on forme les gens en masse. Maintenant, les meilleurs, on les envoie à l'État, et les autres, on les envoie chacun au niveau de sa région. Vous comprenez? Pareil pour tous les autres aspects de la vie publique. Ce qui peut amener à décongestionner le nombre de ministères au niveau national, parce qu'on aurait, pendant 22 ou 23 ans, suffisamment formé. Mais qu'a-t-on fait? Rien du tout. Rien du tout. Maintenant, même si on n'a rien fait, voilà les docteurs qui sont au macadam là-bas. On ne peut pas seulement les utiliser à enseigner. Parmi eux, il y a des spécialistes de la décentralisation, de très bons juristes. Mais on peut les recruter au niveau des régions où ils vont être utiles au niveau de la pensée positive pour faire avancer les mairies de région, enfin les mairies des villes. Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que tout le monde est destiné à enseigner seulement? Il faut, et c'est là tout l'intérêt des doctorats professionnels, des doctorats spécialisés. C'est ça tout l'intérêt. Vous avez, et on a créé une école qui est à Bouya. Je crois que c'est la seule école qui forme les secrétaires généraux des mairies. Mais pour un pays comme le Cameroun, vous mettez une seule école pour former les secrétaires généraux de mairie. Peut-être il y a 300 combien de mairies au Cameroun, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On devrait avoir des secrétaires généraux des mairies, des secrétaires généraux adjoints, des gens qui ont le même niveau, mais l'un est secrétaire général parce qu'il est peut-être plus ancien, et l'autre est son adjoint, de sorte que si celui-là va à la retraite demain, qu'il y ait immédiatement quelqu'un qui se substitue à lui. C'est un programme politique. C'est pensé. On dit on va dans cette direction, voilà ce qu'on doit faire pour y arriver. Mais pendant 23 ans, quand on fait rien, mais rien du tout. Maintenant, pour répondre de manière précise à votre question, il y a du personnel. Si les mairies font des appels à candidature, on veut un environnementaliste, on veut un urbaniste, vous allez voir. Je vous assure, vous allez voir. Les experts de la décentralisation déjà, Tchang et Douala ont mis le master 2. C'est pour ça qu'il dit que vous allez voir le niveau de candidatures qui vont être déposées sur les tables. Sauf qu'à ce niveau-là, il faut laisser le copinage pour prendre les meilleurs. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que si M. Boubango Mnaon veut un excellent journaliste, si vous ne connaissez pas le RGPM, on ne vous prendra jamais. Rassurez-vous. Quelle que soit votre compétence. Tous corrompus.
Ce n'est pas une affaire de corruption, c'est une affaire de mentalité primitive de notre administration qu'on leur inculque à l'ENA. Moi, je suis énarque. À l'ENA, il y avait la prière du matin. Les gars, la prière du matin, c'est quoi? La France, d'abord la France, ensuite la France, enfin la France. Allez à l'ENAM, c'est quoi la prière du matin? Voler, manger, porter de belles cravates. Et ils ne font pas quand même cette prière-là. Mais on la voit au quotidien. On la voit au quotidien. Il faut un esprit patriotique dans ce pays. La question que vous me posez, est-ce qu'il y a des compétences? C'est la même question qu'on pose au port autonome. Est-ce qu'il y a des compétences au port autonome pour prendre le relais des bandits qui sont là-bas, qui étaient là-bas? Messieurs, il y en a. Comment est-ce que le Cameroun a géré son port avant l'arrivée de ces gens? Il n'y avait pas de gens qui géraient le port. Mais le Cameroun a eu un chantier naval. Tous les bateaux arrivaient ici à Douala. Et Fort Jindam, spécialiste, il ramenait, il entrait dans le bateau et le bateau repartait comme s'il n'y a pas eu de problème. Le Cameroun le faisait, même la Camer. C'était un hub. Tous les avions qui arrivaient, les gares de la Camer, les avions se dépannaient ici chez nous. Amchib, pareil. Pourquoi aujourd'hui on peut dire que le Cameroun n'a pas de compétences pour faire telle ou telle chose? Monsieur Boubangomna, demandez-moi de vous faire une fiscalité de la décentralisation dans ce pays. Je vous donne ça clé à main. Et le Cameroun, en 3 ans, est sur les rails au niveau des entités décentralisées. Et nous sommes nombreux à le faire. Et dans d'autres domaines. Merci, professeur. Alors, sur les 15%, vous êtes très pratique. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple des Berry qui avaient leur tracteur. Est-ce que vous avez le sentiment que les 15% des recettes budgétaires qui seront reversées aux mairies seront non seulement bien gérées, est-ce que cela ne va pas ouvrir la porte au détournement? Parce qu'on sait que le Camerounais, dès qu'on a des opportunités. Boubangomna, vous me posez une question-réponse. Les gens au Cameroun travaillent par rapport à un individu. Ils ne travaillent pas par rapport au verre rouge. Personne ne respecte le verre rouge. Vous allez voir quand M. Biya sort de son... Quand il arrive devant le public, il s'incline déjà d'abord devant son drapeau. Mais ce n'est pas ça le Cameroun. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. S'il faut revenir un peu sur le problème de compétences, avant de rechuter de côté, les fonctionnaires pensent que ce n'est que eux seuls qui peuvent être ministres. Ce n'est que eux seuls qui peuvent gérer un pays. Il y a des compétences énormes. Je vous rappelle une chose, c'est que quand vous regardez ce pays, les gens qui ont fait de grandes choses n'avaient même pas fait de l'école. Mais c'était très pratique. Observez ça, c'est le Bantou, le Cameroun. Et Fosse Victor et autres, en dehors de qu'est-ce qui a été pratique, tous les grands discours, théoriques, rien n'est pratique. On revient aujourd'hui, les 15%, c'est vrai. Comment il fonctionne le volet devenu scientifique au Cameroun? Tout de suite, dès qu'il y a un budget d'État, on devient homme d'affaires, on crée 20 sociétés fictives qui prennent des marchés qui ne réalisent pas. Voilà la peur de ce Cameroun. Et on est maudit. Parce que vous avez 1 milliard, ça fait 1000 millions. Vous mangez 100 000 francs par jour, ça fait 27 ans. Qu'est-ce que vous faites avec tant de milliards on ne se rassasie jamais. Toujours en train de prendre. C'est ça qu'il s'agit. Donc je vous dis une chose, c'est que tout le monde peut gérer ce pays, là où il se trouve. Alors, on est focalisé par certains fonctionnaires qui pensent que c'est eux qui fabriquent le sel, comme on dit au village, qui pensent que c'est eux qui roulent le Cameroun, alors qu'on peut trouver des gars qui peuvent mieux gérer ces mairies. Maintenant, 15%, c'est insuffisant. Nous sommes en retard. On a régressé de 40 ans. Quand on voit toutes les sociétés qu'on avait à l'époque, c'est où? Nos mairies. Faites un tour, les routes, machin. Non, il y a un problème. Donc je pense que pour moi, les 15%, c'est insuffisant et que les Camerounais doivent devenir patriotes, qu'ils laissent de bouffer, prendre les vitamines sans prescription médicale, qu'ils laissent les gambas
Les Camerounais sont devenus très forts aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'autres même peignent des gâteaux avec les épines, parce qu'ils ont inventé l'estomac de l'éléphant qui écrase tout. Ça ne leur dit absolument rien. Et le Cameroun ne fait que reculer en arrière. Je vous rappelle, il y a 20 ans, le Cameroun était quand même le maître en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont venus se former au Cameroun du cacao. Même l'Indonésie est venue en Côte d'Ivoire. Ils ont été formés. Aujourd'hui, ils sont les premiers en matière de départ. Nous sommes où? Nous sommes où? C'est la question qu'on devait se poser. Dès qu'il y a un petit marché, voilà un stade à Yaoundé. Ça me fait honte. Un stade, 200 combien de milliards déjà, avec un stade 35 milliards, on avait un grand truc. On ne fait que multiplier, parce qu'on est trop théorique. Pratiquement les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Je vous rappelle une chose. Pour terminer sur cette question. Je vous rappelle une chose. Quand vous voyez par exemple, dans notre domaine, construire une caisse, c'est quoi? Nous avons de la matière première. Nous avons du sable, nous avons du gravier, il y a même du sang haute. Construire une quai portuaire, c'est tout un petit problème. Mais quand ça va aller en analyse, il voit que c'est un mystère. Qu'est-ce qu'on peut dire manutention portuaire sur le Bambay? Prendre un conteneur posé par terre. Merci. Merci Gadius Fouda. Quelle décentralisation au lendemain du scrutin du 9 février prochain? Je pense que c'est une décentralisation où les élus vont être dans une posture où il y a les attentes du peuple. Les attentes du peuple. Il faut qu'il y ait des élus qui amènent beaucoup de transparence dans la gestion. Beaucoup de transparence dans ce qui se passe. Parce que nous avons des maires, ils sont élus. Ce sont les populations qui les élisent. Il y a des associations, il y a tout ça. Mais dès qu'ils ont élu, chacun va rester chez lui. Or, les conseils municipaux ne sont pas fermés. Il faut bien que les représentants de ces populations suivent les communes. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle donc la méthode participative. Parce que la décentralisation engendre la participation des populations. Les populations doivent participer. Ils doivent voter. Ils doivent contrôler. Ils doivent sanctionner. Donc, chacun rentre dans son rôle. Ceux qui sont élus doivent appliquer le programme pour lequel ils sont élus. Et ceux qui les ont élus doivent les contrôler et les sanctionner. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas ces deux acteurs, ceux qui sont élus auront tendance à faire du n'importe quoi. Il faut donc qu'en face d'eux, il y ait des électeurs organisés qui puissent contrôler, qui puissent sanctionner leur gestion. Maintenant, de l'autre côté, nous devons avoir une administration qui doit contrôler. Pas une administration qui doit gérer à la place des élus. Parce que ce que nous avons là, quand vous faites votre programme, vous êtes élu, et que vous devez le soumettre au préfet. Le préfet dit on ne fait pas ceci, il sanctionne, n'est-ce pas, a priori. Ça veut dire que vous, face aux populations, vous ne pouvez plus agir. Parce que le préfet a dit que Ngomna. C'est-à-dire que cette histoire doit être d'abord comprise par les Camerounais. Que les mécanismes de la décentralisation, c'est comme ceci. Il faut donc que les préfets laissent les gens travailler. S'ils travaillent mal, ou bien s'ils se détournent de cela, il y a des sanctions appropriées. Nous aurons donc dans nos démembrements des gens qui viendront du pouvoir central, mais qui n'auront plus la même fonction. Parce que demain, ce qui va se passer, c'est que le délégué régional, n'est-ce pas, de l'habitat, de l'école, etc., est sous le couvert du gouverneur. Or, ce n'est pas ça la décentralisation. Ils doivent être sous le couvert du président des régions et des maires. Vous voyez? C'est ça, c'est pour ça que je dis, faisons attention, parce que les gens qui sortent de l'ENAM, là, ils ont cette habitude-là, n'est-ce pas, de nous voiler les yeux. On va dire décentralisation, oh, elle a accéléré, machin, patati, patata. Mais quand tu vas voir la clé, comment ça fonctionne, c'est là où tu vas te rendre compte qu'ils n'ont rien cédé. La tutelle est restée en l'état et la crise va se poursuivre. Donc, prévenons les crises en expliquant aux gens
que ce qu'on attend de la décentralisation, c'est une sorte d'autonomisation qui permette à l'État central de vous contrôler, mais pas de vous donner comment on appelle ça. Ce n'est pas eux qui vous disent allez-y, n'allez pas à ceci, n'allez pas à cela. D'accord. Mathias Kameni, la décentralisation se fera au lendemain du 9 février avec ou sans le MRC. C'est lancé finalement la machine. Oui, Bouba, c'est justement pour ça que nous serons là et nous allons veiller. Vous ne participez pas au scrutin. Je dis, c'est toujours une forme de participation. Parce que nous serons là et nous allons veiller que les populations n'aillent pas voter. Pourquoi? Parce que actuellement, les élus sortants ne sont pas capables de donner le bilan de leur fin de mandat. Appelez tous les députés ici sur votre plateau qui viennent vous dire ce qu'ils ont fait de leur micro-projet. Commencez par soi. En réalité, moi, je vais aux élections, il faudra me donner une minute pour expliquer pourquoi je vais aux élections. En réalité, monsieur Bouba, c'est de ça qu'il s'agit. Et regardez par exemple dans le Nozo. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans des listes. Des gens qu'on a mis leur nom dans les listes sans les consulter. Aujourd'hui, ils crient sur tous les toits. Il dit, mais non, nous n'avons même pas constitué les dossiers. Et le CAM a validé. Mais le Conseil constitutionnel pouvait annuler. Il fallait attaquer ces listes-là. Non, je dis... C'était un contentieux dont je crois la loi permet... Effectivement. Si le CAM a validé, et que ces gens continuent à se plaindre, à écrire même, pour dire, nous ne sommes pas de ces élections, ça doit causer un problème de la crédibilité de ces élections qui auront lieu. Et c'est justement pourquoi nous disons, n'allez pas voter parce que tout a été déjà fait d'avance. Ceux qui viendront, ils étaient là depuis 39 ans, ils ne feront rien pour vous. Puisque même le mandat, puisque même, je dis, n'allons pas à ces élections. Chutez, s'il vous plaît. Tout à fait, je dis, n'allons pas à ces élections. Qu'est-ce que vous proposez? Effectivement. La proposition, c'est de ne pas aller voter. C'est de ne pas aller voter. Et boycottons les élections, réorganisons les élections. Et c'est pourquoi nous disons que si nous allons à ces élections, et tous ceux qui aillent valider d'office la sécession, puisque les anglophones n'auront pas la sécurité d'aller voter. Donc, il faut que la sécession de la crise, il faut le toilettage du code électoral, et puis nous allons aux élections. D'accord, merci. Ça, c'est la position du MRC. Édouard Fauchivet, est-ce qu'au lendemain du 9 février, on peut assister à une accalmie, à une paix, une sortie, voire de crise dans les régions du Nord-Ouest, avec l'adoption du code sur la décentralisation? C'est un souhait. C'est un souhait pour un Camerounais, pour un Cameroun où il fait bon de vivre, où le vivre ensemble est le moteur du développement. Et il faut que, avec la spécificité qu'on vient de donner et la remise sur pied de ce groupement de chefs, comme a dit tout à l'heure le président Sambaka, qui vont surveiller, qui vont voter, surveiller et sanctionner, je crois que ça sera un ton. Et que vivement que le 9 arrive et que les Camerounais partent à ces élections, portent leur choix sur les meilleurs et que derrière, comme a dit le président Sambaka, que ceux qui seront élus comprennent que les choses ont changé. C'est surtout ça le véritable problème. Ceux qui seront élus doivent comprendre maintenant que les choses changent et parce qu'on entre maintenant dans un cadre d'une décentralisation et je souhaitais pousser et qui peut déboucher sur une autre forme de l'État. Et c'est ça, donc ça veut dire que cette élection est effectivement le carrefour de certains changements de paradigme qu'il faudrait que les Camerounais prennent au sérieux. Les Camerounais qui veulent participer, pas le genre du MRC. Merci pour votre réaction. Je vous invite maintenant à suivre la réaction du chef d'État français, Emmanuel Macron, qui a fait une sortie lors d'un sommet. Il était aux côtés du président ivoirien, le président Alassane Dramane Ouattara, sur la question du franc CFA. On écoute cet élément. D'abord, nous avons ensemble décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de change en France, en actant la suppression du mécanisme du compte d'opération. J'avais entendu ô combien, à la fois le compte d'opération et ses réserves obligatoires sur le compte spécial du Trésor étaient un souci, un sujet de crispation. Nous y mettons fin. Ensuite, nous engagerons un dialogue sur de nouvelles bases
la France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. Et je souhaite que les meilleurs experts africains puissent être nommés, que les meilleurs académiques, que vos représentants et vos administrations puissent ainsi faire avancer ce sujet. Aujourd'hui, la France ajuste donc son positionnement pour devenir le garant financier de l'Union, conformément aux choix faits par les États. Il y aura bien sûr de nouvelles occasions pour la France et l'UEMOA de continuer d'échanger avec les différents États membres de l'Union, mais ceux-ci seront plus informels, moins institutionnalisés, reposant sur une dynamique nouvelle, libre, choisie. Je fais confiance aux équipes de l'ensemble de nos pays, à la fois du côté des États, mais aussi des banques centrales, pour continuer d'entretenir un dialogue riche, fluide. Voilà, je crois que c'était la réaction du président Emmanuel Macron. Votre analyse, parce que là, vous êtes interpellé en tant qu'expert fiscaliste et même financier, parce que là, le président Emmanuel Macron redonne l'opportunité aux techniciens, aux professeurs nationaux de pouvoir se prendre en charge. Sauf que ça ne concerne pas l'Afrique centrale. C'est la première observation. Parce que l'Afrique centrale n'a pas déjà demandé. Je ne sais pas pourquoi, je crois que... S'il vous plaît, vous allez laisser le professeur... moi, ce que je retiens, c'est que c'est un divorce à l'amiable. Et il faut se méfier des divorces à l'amiable. Dans ce divorce à l'amiable, la France reste le garant financier de l'Union. Ça là, ça veut dire que même comme ils ne seront plus dans les conseils d'administration, ils n'auront plus d'administrateurs, l'écho reste attaché au franc CFA à travers l'euro. À travers l'euro, un écho sera égal à un franc CFA, parce qu'un franc CFA est égal à tel montant d'euros. Il faudrait maintenant voir la parité qui sortira de là. Parce que si la France dit qu'elle va rester le garant financier de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire que quelque part, la France va continuer son dictat, même si on peut reconnaître que tous les États pourront avoir des comptes d'opération dans n'importe quelle devise. Mais tout passera toujours par la France. Et c'est là le danger. Il faut percevoir le danger à ce niveau. Que vont dire les banques centrales? Que vont dire les États, surtout certains États réfractaires à cette affaire-là? On ne peut pas sortir de quelque chose, ou alors on ne peut pas vous donner une chèvre en tenant la corde. Là-bas, la France donne l'écho en tenant la corde du CFA. Donc pour moi, la décision ne devrait pas venir de la France, la décision devrait venir d'une communication des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, en dehors de la France. Que ce soit la France qui vient dire basta, vous avez trop hurlé, vous avez trop crié, je me retire. Maintenant, on ne va plus, les choses ne vont plus se passer comme avant. Mais toutefois, je vais continuer à garantir votre monnaie. Ça veut dire simplement qu'on a donné une chèvre en tenant la corde. C'est votre avis également, c'est mon avis, parce que être garant, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Pour moi, ils n'ont rien fait. Est-ce que le fonds a été détaché, comme on dit au village? Non. Il continue à les tenir. Donc on n'a rien fait. Sur cette question, justement, du franc CFA, est-ce que à travers cette sortie, c'est pas une manière pour le président Macron de demander aux nationaux de prendre leur destin en main également à travers cette sortie? C'est ce côté positif que je note. Et si on avait suivi le discours du président Ouattara, on devait ensemble partager le fait qu'il est parti de l'existence du marché réel de consommation de l'UEMOA et de la notion de fluidité. Voilà pourquoi l'éco a été créé comme monnaie. Maintenant, au-delà de partageant l'analyse du professeur et de M. Fouda, je dis, il
il n'y a que le président Macron fait comprendre que nous avons des valeurs à l'intérieur. Mais maintenant, vous avez vu le côté monétaire, professeur, mais il faut se poser des questions. S'il est vrai que cette notion de parité ou bien de contrôle, maintenant, parce que quand il dit que l'éco est fixé donc sur l'euro, ça veut dire que informellement la Banque de France existe encore, puisque même si les avoirs ne seront plus logés à l'intérieur de la Banque de France, il faut voir dans le flux financier en matière des échanges entre pays, que ce soit les pays européens, l'argent va transiter, que ce soit l'Asie, le flux financier va transiter par la Banque de France. Il faut donc dire ça. Mais ce que je note de positif, c'est que couper ce cordon ombilical montre à suffisance que la France a compris que les Africains ont des valeurs. Je voulais faire un clin d'œil du domaine portuaire. Oui, Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison, mais posez-vous la question de savoir pourquoi nous, les Camerounais, nous ne serons pas fiers aujourd'hui de gérer nos plateformes portuaires et de venir vers vous pour vous demander de nous accompagner, pas de venir vers vous pour que vous veniez avoir une quotité supérieure à nous, mais que nous venons vers vous parce que, au vu de notre expertise et au vu de l'expertise de vos sociétés, nous pouvons mettre sur pied des sociétés gagnant-gagnant à 70 Cameroun et à 30% chez vous. Parce que en ce temps, les Camerounais vont comprendre, nous parfaitement, que rien ne sert aujourd'hui d'ouvrir nos frontières pour que les sociétés viennent s'installer. Même les Africains s'installent au Cameroun. Pour ne pas dire, Dangote est installé au Cameroun. Ce n'est pas parce que les Camerounais ne peuvent pas avoir des cimenteries. C'est parce que nous sommes une terre d'accueil. Et on ne peut pas être une terre d'accueil aujourd'hui pour qu'on puisse nous faire des dictats. Venir nous dire ce que nous devons faire. Et je suis fier aujourd'hui d'entendre le président français dire que les experts et les professeurs africains vont donc siéger et définir donc le contour. Même comme ils ont toujours un droit de regard sur le flux financier, comme a dit le professeur, là, nous, maintenant, en tant qu'experts, nous comprenons dans le cadre du commerce international, et c'est ce qu'ils doivent aussi comprendre, que le flux financier des Africains transiteront toujours par la Banque de France. Donc il est grand temps donc aujourd'hui de nous donner et de couper, comme lui-même a dit, pour que, enfin, que nous, les Africains, et particulièrement nous, les Camerounais, à travers notre plateforme portuaire, qu'on puisse aller à la recherche de ceux qui peuvent nous accompagner dans la gestion de cette entité économique. Alors, Mathieu Kameni, comment comprendre que cette décision, on va dire salutaire, ne puisse pas concerner l'Afrique centrale? Est-ce que c'est parce que l'Afrique centrale n'a pas demandé cela, ou alors il y a une autre raison qui peut justifier ou expliquer cela? La CEMAC, la junte CEMAC. Oui, Bouba, tout le monde sait que nous avons des présidents croulants. Tout le monde sait que nous avons des présidents croulants qui n'ont plus la capacité même de faire ce genre de demande à la France. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on voit le taux de corruption ici et tout ça. Du coup, il n'y a plus de crédibilité. Mais au moins, M. Fauchibé, tenez-vous tranquille. Au moins, ceux de l'Afrique de l'Ouest ont encore un peu de crédibilité. Et la France, et il faut aussi quand même rappeler que toutes ces 3 dernières années, la France a été acculée par des activistes qui pensaient qu'il fallait que l'Afrique, en réalité, se libère du franc CFA. Oui. Et du coup, il se constitue en sapeur-pompier. Comme la base. Donc, pour faire croire un peu que, bon, voilà, la France était un peu modeste. Bon, nous regrettons que ça ne soit pas en Afrique centrale, mais c'est pourquoi je vous l'ai dit, c'est parce que nous avons des présidents d'État courants qui n'ont plus la capacité, n'est-ce pas, de demander quoi que ce soit pour la population. Qu'est-ce qui va changer concrètement à travers cette sortie médiatique du président français sur la question du franc CFA? Oui, je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a des spécialistes, n'est-ce pas, qui travaillent. Et si on peut saluer un certain nombre de choses qui se passent en Afrique de l'Ouest, il faut peut-être voir comment est-ce que l'Afrique centrale, qui est en retard
terriblement en retard, doit pouvoir tout faire pour anticiper un certain nombre de choses. Parce que tout le monde sait que les Camerounais sont en train d'être massivement recrutés. Les cerveaux camerounais qui sont en Occident sont actuellement en train d'être massivement recrutés dans la zone de l'UEMOA, et obtenir des nationalités et tout ce qui nous plombe ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs à l'ACA qui acceptent de venir dire leur part d'expertise dans leur propre pays et former des Camerounais. Il faut avoir cette volonté. Le Sénégal, je crois que ces pays-là l'ont fait. Ils ont ramené des gens à qui on a donné des salaires qu'ils touchent de l'autre côté. Ils sont en train de réformer leur éducation et beaucoup d'autres choses. Donc, nous avons un problème de gouvernance. Et je pense que ce qui est en train d'arriver par rapport à cet écho et par rapport à l'énoncé que le président français a fait, doit nous interpeller pour que nous nous préparions. Ce qui est sûr, c'est que le chemin est tracé. Hein? Ça veut dire tout simplement que nous allons nous retrouver en train de bâtir nos propres économies. Mais il ne faut pas qu'on bâtisse nos propres économies comme le général de Gaulle avec ses Touré. C'est ça. Il faut que nous soyons en parfaite... solide. Que nous soyons, n'est-ce pas, des partenaires, parties prenantes, des gagnants, comme on dit. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'expertise qu'il faut. Nos États n'emploient pas ces expertises. Ils préfèrent donner la sous-traitance, etc., etc. Donc, nous devons commencer à réfléchir à cela. Parce que le Cameroun est le pays le plus visé. Vous allez à n'importe quel colloque, les Africains vont vous dire, le jour où le Cameroun décollera, l'Afrique tout entière décollera. Je ne sais pas pour quelles raisons. Il y a des raisons, sûrement, mais c'est des choses que nous rencontrons tous les jours. C'est-à-dire qu'on attend que le Cameroun décolle pour que l'Afrique décolle. Et quelles sont les raisons, selon vous? Je suis un Bantou. Il ne faut pas oublier ça. Parce que quand j'entends mon ami MRC insulter un chef comme Biya, ce qui n'est plus Bantou. Ce n'est pas de l'insulte. Attendez. Respectez le point de vue des gens. Laissez-moi parler. Vous avez dit que c'est un croulant. Je parle des présidents africains. Attends, même c'était une... Excusez-moi. Parce que nous sommes... C'est pas n'importe qui... Il y en a au Gabon. Attendez. C'est pas n'importe qui. Laissez-moi terminer. C'est pas... Vous voulez gérer... Ne m'étouffez pas. Nous sommes Bantous. Nous avons des traditions. Il ne faut pas les oublier. Ce n'est pas n'importe qui devient chef à l'Ouest. Si le spirituel ne t'a pas choisi. Il faut que vous le sachiez. Mettez ça, même si les Blancs nous imposent la culture, il faut savoir que vous êtes des Bantous. Mais revenons sur ce point. J'ai rencontré des dignitaires dans ce pays. Il y a 3 pays dans le monde qui ont cette colline. L'Israël, l'Italie et le Cameroun. Les 2 ont explosé, il reste le Cameroun, qui a cette colline. Et le Cameroun, c'est une catastrophe des biens naturels. Il y a tout au Cameroun. Les ethnies, les savants, les sages et autres. C'est pour ça que je demande, pourquoi on ne décolle pas? Je fais allusion à l'Église. Parce que c'est un problème fortement spirituel. Moi, je suis notre pays. Observez bien tout notre pays. Quand on parle de la décentralisation, statut spécial. Au nord-ouest, nous devons utiliser par exemple les voitures 4x4, les cours de commun. Mais au nord, ce n'est pas les mêmes véhicules. On va utiliser les petites voitures. Donc dans chaque région, il y a des richesses. Il y a quelque chose qui nous réunit tous. Ceux qui sont plus savants connaissent la valeur de ce Cameroun. Et ils font tout pour que le Cameroun ne décolle pas. Je fais allusion à une chose. Ce qui m'embête, c'est parce que le garant de la chose publique au Cameroun a été foudroyé quand on a baissé ses salaires. Le FMI et autres.
Ils nous ont appris à voler. Quelqu'un qui avait 400 000 se retrouve à 150 000. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi vous, le MLC, vous ne faites pas allusion à ces gens qui viennent nous imposer XY? Vous n'avez jamais combattu ça. Vous dites seulement le pouvoir central. Le pouvoir central. Je vous dis une chose. Moi, je ne suis pas politicien. J'observe. Je continue. Aujourd'hui, nous avons des têtes. Nous avons l'expérience. Ils reviennent au Cameroun. Ils utilisent l'influence de leur État pour arracher nos biens. La privatisation, donnée. Le port, donné. Machin, donné. C'est eux qui nous imposent ça. Si aujourd'hui, ils peuvent faire allusion aux métiers des Africains, il faut qu'au Cameroun, on applique cela. Parce qu'il y a de têtes, il y a des cerveaux dans des métiers qu'on ne veut pas respecter. Chaque fois qu'on veut prendre une décision, tu entends qu'il y a un émissaire au palais. Qu'est-ce qu'il va chercher? Le robe-aïe, comme on dit au village. C'est pour ça, c'est ça qu'il faut combattre. Ce n'est pas bien qu'il faut combattre. Devient aujourd'hui le seul comptable. Je te dirais non. Il faut regarder les choses. À l'époque, il y a beaucoup de sociétés qui ont disparu. C'était le décollage du Cameroun. Il y avait par exemple... Je ne peux pas être d'accord avec vous que c'est Attendez. M. Biya le comptable. Attendez, monsieur. Biya ne peut pas... Attendez, monsieur. lui-même. Laissez-moi parler. Le président de la République est le donneur d'ordre. On va vous donner la parole à votre tour. Le président de la République a donné de l'ordre. Je tiens à vous dire une chose. Si le président a donné de l'ordre et que vous voulez que ça marche, nous allons faire la démocratie à la chicotte. Parce que si on tapait l'homme bantou, il allait marcher. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, je reviens dessus. Là où le secrétaire général de l'époque, Laurent Esso, avait dit qu'il avait donné une instruction ferme qu'il ne veut pas de Bolloré au port de Douala. Toi, tu l'as fait. Biya va faire quoi? Quand il t'envoie sur le terrain. Oui, mais il t'enlève. Il t'enlève, il met un autre qui fait la même chose. Alors, professeur Alaka, sur la question... C'est nous qui sommes responsables. Ne venez pas discuter. Professeur Alaka, sur la question du compte spécial, dont le président français dit avoir supprimé, un compte qui crée beaucoup de frustration, beaucoup d'émules concernant les Africains. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on supprime à gauche, on récupère à droite? Bah écoutez, laissons le temps au temps. On verra quand, en 2020, tout ça va se mettre en marche. On sera très attentif pour voir effectivement les allants et les aboutissants de cette situation. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire que la France aime toujours ma ligne. La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Et la première chose qui fait de la France un grand pays, c'était le CFA. Donc la France, en commençant en Afrique de l'Ouest avec son ami Ouattara, il y a une image qui circule dans le net où ils sont arrêtés comme, je ne sais pas trop. J'ai même demandé qui est qui là-dedans. Donc quand on voit ce genre d'image, on comprend qu'il y a un conflit d'intérêts ou alors il y a un gentleman agreement qui dit « Ok, on t'a mis au pouvoir, merci de nous renvoyer l'ascenseur. La nouvelle intelligence africaine et les jeunes africains sont contre le CFA, on va leur faire une entourloupe. On va leur dire, on enlève le compte d'opération, mais on va continuer à garantir la monnaie. » Alors ils vont garantir la monnaie avec quoi? Est-ce que ça suppose qu'on ne s'achemine pas vers la suppression du franc CFA? Si, le franc CFA va être supprimé, mais ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. C'est simplement une espèce... Alors vous ne voulez pas du CFA, le mot vous énerve, on vous donne l'écho. On vous donne l'écho et nous on va continuer. Voilà, on va continuer, n'est-ce pas, à garantir financièrement cet écho. Et même si vous avez la possibilité de mettre de l'argent dans les autres, à la Banque européenne, dans les autres banques centrales des États européens, notamment en Angleterre et autres, mais sachez que c'est nous qui garantissons l'écho. Le seul fait de garantir l'écho montre que, comme je l'ai dit, on a donné la chèvre en arrêtant la corde. Ce qu'il faut faire, et je l'ai dit au départ, c'est d'une révolution monétaire qu'il s'agit. Elle ne doit pas venir de la France, elle doit venir des États africains et maintenant négocier avec la France.
Parce que quoi qu'on dise, on va négocier. Partenariat, On va négocier. Mais si c'est la France qui vient dire, voilà, je suis d'accord, je suis gentil, vous voyez, j'ai accepté ce que vous dites. C'est pas vrai. Moi, je connais les Français. Le Français ne blague pas avec ses intérêts. C'est nous qui blaguons avec nos intérêts. Et vous savez pourquoi on blague avec nos intérêts dans notre pays? Non. Ben, parce que nous avons changé nous-mêmes et volontairement nos coutumes, nos traditions. Et nous avons pris les coutumes et les traditions des autres, notamment des Français. Je suis d'accord. Et j'arrive par rapport à ça, et en revenant sur ce que M. Fouda Galus a dit tout à l'heure, moi je ne peux pas sortir d'ici sans féliciter un homme, le directeur général du port autonome. Ce qu'il a fait montre qu'il y a encore des Camerounais qui peuvent oser et qui peuvent, c'est pour ça que j'ai dit au départ que tout le monde qui sort de l'ENAM n'est pas contre le Cameroun. Ce qu'il a fait, en disant au 1er janvier, le port devient camerounais sous régie, je vous assure, ça là, vous ne pouvez pas savoir combien d'ennemis il s'est fabriqué au niveau de la nomenclature politico-administrative de Yaoundé. Il faut le féliciter. Question sur ce sujet. Oui, pour revenir dans le cadre anthropologique et dire que les valeurs, on ne peut pas évoluer quand on n'est pas assis sur des valeurs, et je partage le côté bantou. On ne peut pas, et je prends seulement le cadre de l'Ouest, parce que nous y sommes, on ne peut pas être chef à l'Ouest sans passer par le LACAM. Je le dis, ils me suivent. On ne peut pas être chef à l'Ouest sans passer par le LACAM, l'initiation. On ne peut donc pas. Il faut donc que nous apprenions la technique de l'initiation, même au niveau politique. Et c'est pour ça qu'on a peur du Cameroun, par rapport à ce que le président Sambaka disait. Nous avons connu dans nos chefferies la démocratie avant les années 1960. Je prends le cas du Noun, du Wanjoya, mon aïeux. Je prends le cas du Grand Bam. On connaît tout ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que parce que nous sommes allés à la recherche de la connaissance au-delà de nos frontières, nous voulons venir maintenant changer les dons de la tradition. Ce n'est pas possible. Qu'on apprenne aujourd'hui à faire le pas en allant d'abord dans le concept familial, on évolue au monde. Ce pays nous appartient. Et même pour être président de la République, comme nous avons l'habitude de dire, tu n'es pas président d'une tontine, tu veux être président de la République. On dit ça en riant pour dire qu'il y a toujours de l'initiation. Je l'ai dit, et que ceux qui comprennent aujourd'hui qu'on doit toujours s'arrimer sur les pays européens pour réussir, nous disons non. Et je félicite encore le président Macron d'avoir dit à haute voix en Côte d'Ivoire que l'Afrique regorgeait des grands experts. Si nous sommes donc des experts, ayez donc confiance à nous pour que nous mettons en marche notre économie. Merci, cher monsieur, d'être venu. Bon, vous voulez 30 secondes? Oui, je voulais quand même relever en 30 secondes que nous allons à des élections. Nous allons à des élections parce que, précisément, un parti politique est fait pour aller aux élections. Oui. Ensuite, quand vous avez des mairies, quand vous avez des communes à gérer, vous n'allez pas dire à vos citoyens que vous ne les encadrez plus, hein, vous faites le vide, etc. Donc respectez-nous comme nous on vous respecte. Si peut-être moi j'avais pas des communes à gérer, ce serait facile pour moi de dire n'allez pas aux élections. Okay, mais pour ceux qui vont aux élections, il faut aussi apprendre à les respecter. Parce que moi, vous savez, je n'ai jamais attaqué un parti de l'opposition, mais c'est pas bien de nous confondre comme ça là. Nous avons nos raisons profondes. Nous pensons que la fissure qui est là, il faut l'agrandir, qu'on ait plus de mairies aujourd'hui, qu'on ait plus de députés demain. C'est ça la démocratie. C'est comme ça que nous réfléchissons. Sambaka, vraiment, je veux qu'on termine ce programme sur une très belle note pour que le MRC n'ait pas l'impression qu'il a été censuré, parce que effectivement, vous l'avez porté. Moi, je vais aux élections, je devais m'expliquer. Justement, s'il vous plaît, vraiment, on va terminer. On va vous donner
15 secondes et 15 pour le syndicaliste. On commence par vraiment 15 secondes. Oui, M. Bouba, je voulais rapidement dire à M. Galius Fouda de ne pas discréditer M. Biya chaque fois que nous le dénonçons parce que nous avons vu une canne que nous avons ratée en 2018 S'il vous plaît. Vraiment, les différents coupables ont été promus au lieu d'être sanctionnés. Ok. Bon, maintenant, je vais sortir, n'est-ce pas, de votre émission en ayant une pensée pour nos camarades, le premier vice-président Mamadou Mokhtar et les autres qui sont encore détenus dans la Saint-Zalas illégalement et qui sont dans des conditions inhumaines. Ok, d'accord. 15 secondes. Galius Fouda. Oui, je veux sortir par mon corps en disant une fois de plus merci au gouvernement d'avoir accepté au niveau du port et féliciter personnellement le directeur du port autonome de Douala qui a pris une décision courageuse. Pourquoi? Parce que on n'a plus beaucoup de temps. Oui, on ne peut plus développer. Oui. On peut malheureusement plus développer. Ne développe pas. Laissez-moi chuter. Ne développe. Aujourd'hui sur cette thématique. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour effectivement parler des autres thèmes. Mais la rediffusion de ce programme, la première, ce sera ce soir à partir de 23h30. Vous aurez une autre deuxième rediffusion demain, lundi, quand il sera 23h. D'ici à là, gardez le sourire, madame, monsieur. Juste derrière, c'est la République Djambolaise qui prendra les commandes avec Djambo. Gardez le sourire. Bien le bonjour.